Le Congo ne tombera jamais. Nous sommes 54 pays indépendants sur le continent, avec 54 sièges aux Nations Unies, avec 54 drapeaux. Une souveraineté dont nous sommes si fiers et si jaloux. Mais dans la réalité, sommes-nous vraiment libres? Est-ce qu'elle nous voit comme des égaux, comme des partenaires? Rien n'est moins sûr. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ils ont pris le moyen de l'engagement de ces armées. On ne peut pas être plus clair. Recoloniser. Ils ne cachent plus leurs objectifs à moyen terme. Ils ne s'encombrent même plus d'argusties diplomatiques pour le dire. Le général Lecointre évoque l'inéluctable intervention en Afrique, y compris par les armées européennes. De plus en plus souvent, lorsque l'on dénonce cette propension, cette entreprise, le projet de recolonisation de l'Afrique qu'envisagent les grandes puissances, ils sont nombreux, les subsahariens, qui, comme beaucoup d'Européens, y voient un fantasme de quelques illuminés panafricanistes, victimaires ou en mal de publicité. Toujours prompts à se plaindre, à voir dans leur malheur la faute de l'autre. Pour ceux-là qui ont encore des doutes sur les projets des Occidentaux, et pour les civils européens qui y voient encore la manifestation des pleurnichards, les choses sont claires dans la bouche de cet officier supérieur qui a mené pendant des années des opérations sur le terrain africain. Sauvons l'Afrique. Bonjour, je crois que vous allez tellement bien. Avant de balancer la vidéo, je dirais même l'élément que je préparais pour vous, je voudrais d'abord lancer un message à tous les panafricanistes, à tous les kamites, à tous les combattants et combattantes noirs, à tous les panafricanistes, à tous ceux qui sont en train de lutter pour la révolution, le veille des Africains. Je voudrais d'abord vous lancer un message. Ces derniers temps, il y a un politique, il y a un système qui est en train de circuler un peu partout. Il y a les Occidentaux, les Européens et certaines personnes mal intentionnées qui cherchent comment mettre le frein, qui cherchent comment freiner, détruire l'image ou bloquer plusieurs vidéos qui parlent un peu des panafricanistes pour arrêter notre élite. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que tous les panafricanistes sont en train de faire. Je ne parle pas seulement, je ne lance pas seulement la voix pour notre chaîne, mais je lance ma voix pour la chaîne de tous les panafricanistes dont c'est ce que vous connaissez déjà, qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui cherchent comment détruire l'image des panafricanistes et commencer à bloquer nos vidéos, à bloquer nos images parce qu'ils sont en train de voir comment nos images sont en train de mettre un plus pour la révolution de l'Afrique. Alors, nous sommes obligés, tous les Noirs, que tu sois en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique, de commencer à partager toutes les images que vous verrez qui parlent de panafricanistes et qui parlent de l'Afrique, de commencer à partager ce genre des images afin de pouvoir détruire ces systèmes machiavéliques que les mauvaises personnes, je dirais même les Occidentaux, les Européens mal intentionnés, ceux qui cherchent comment arrêter, à freiner nos images pour ne pas révolutionner certaines personnes. Fin des citations. Mesdames et messieurs, j'ai préparé une vidéo pour vous réalisée par le grand frère Alain Foucault. La vidéo est intitulée « L'Europe peut-elle recoloniser encore l'Afrique ?» C'est ça la plus grande question que nous devons se poser actuellement. Il y a certaines personnes qui se préparent déjà. Il y a déjà des plans qui étaient déjà fixés, des dates qui étaient déjà fixées. Ils cherchent comment rentrer encore en Afrique et recoloniser encore les Africains. Mais je n'ai pas tant de commentaires à faire là-dessus. Je vous laisse d'abord à suivre cet élément. Je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires avec vous. C'est parti. Nous sommes 54 pays indépendants sur le continent, avec 54 sièges aux Nations Unies, avec 54 drapeaux. Une souveraineté dont nous sommes si fiers et si jaloux. Mais dans la réalité, sommes-nous vraiment libres? Est-ce que les nations du Nord avec lesquelles nous siégeons dans cette prestigieuse assemblée, avec lesquelles nous contractons, nous voient comme des nations à part entière? Est-ce qu'elles nous voient comme des égaux, comme des partenaires? Rien n'est moins sûr. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. C'est clair, non? De la bouche d'un officier supérieur de ce rang, le doute est levé quant au projet que l'Europe prépare pour l'Afrique. Il faut recoloniser. Et les délais sont même déjà presque arrêtés. Il faut retourner sur le continent pour défendre leurs intérêts, y compris par le déploiement de leurs armées. Ceci traduit le niveau de considération qu'ils ont pour notre indépendance. Et cette pensée est loin d'être isolée. Elle est largement partagée par les grandes puissances qui voient l'Afrique au mieux comme un marché
ou une zone d'influence. At the end of the day, it is critical for the U.S. to have a footprint on the continent. Even a little goes a long way. The same can be said of U.S. business investments. Africa is of vital strategic importance to the United States. We can't let China or Russia become the preferred security or business partner. En réalité, nous, Africains, sommes manifestement les seuls à croire en notre indépendance. Nos pays sont trop petits sur la scène mondiale. Quand j'étais en visite officielle à Pékin, j'étais sur la place rouge avec le chef d'État chinois. L'armée défilait de façon impeccable. On a joué l'hymne national de Côte d'Ivoire. J'étais fier comme un coq. Et on a joué l'hymne national chinois. Mais je me suis dit, ils m'ont eu. Parce qu'ils doivent rigoler. Nous, on avait presque 20 millions d'habitants. Eux, 1 milliard 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que je pèse? Rien. Nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Y compris le moyen de l'engagement de ses armées. On ne peut pas être plus clair. Recoloniser. Ils ne cachent plus leurs objectifs à moyen terme. Ils ne s'encombrent même plus d'arguties diplomatiques pour le dire. Le général Lecointre évoque l'inéluctable intervention en Afrique, y compris par les armées européennes. De plus en plus souvent, lorsque l'on dénonce cette propension, cette entreprise, le projet de recolonisation de l'Afrique qu'envisagent les grandes puissances, ils sont nombreux, les subsahariens, qui, comme beaucoup d'Européens, y voient un fantasme de quelques illuminés panafricanistes, victimaires ou en mal de publicité. Toujours prompts à se plaindre, à voir dans leur malheur la faute de l'autre. Pour ceux-là qui ont encore des doutes sur les projets des Occidentaux, et pour les civils européens qui y voient encore la manifestation des pleurnichards, les choses sont claires dans la bouche de cet officier supérieur qui a mené pendant des années des opérations sur le terrain africain. L'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Est-ce que c'est suffisamment clair ou bien il faut le répéter? Pour le général Lecointre, il faut clairement envisager la reconquête de l'Afrique, politiquement et militairement. Nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Maintenant, c'est limpide pour chacun, non? La présence européenne procède donc de cette volonté de tenir la Méditerranée où se joue, toujours selon le général Lecointre, le destin commun de l'Europe. Et les nations européennes qui se sont engagées au Sahel le feraient pour préserver leur paix. C'est juste formidable d'entendre ça. Cela traduit tellement de choses. La principale est le mépris pour nous, Africains. Encore une fois, comme leurs ancêtres, ces dirigeants, ces responsables occidentaux continuent de nous considérer comme des sous-hommes, des êtres incapables de se prendre en charge, des primates avec une forte propension à copuler et à se multiplier. Ce qui évidemment est plus susceptible d'entraîner le désordre chez eux. L'Afrique serait une menace à leurs portes. Un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. C'est tellement insultant. Lorsque vous avez un voisin qui vous inquiète, qui représente une menace potentielle pour vous, l'attitude normale, la démarche respectueuse, n'est-elle pas d'en parler avec lui ou de lui demander quel type de secours vous pouvez lui apporter, non? Vous lui demandez s'il a besoin de votre aide pour pacifier sa maison. Vous ne venez pas vous installer de force chez lui. Ça s'appelle la colonisation ou l'occupation. C'est l'illustration même du mépris que l'Occident continue d'avoir pour les Africains. Vous vous arrogez le droit de venir de force vous installer chez lui.
sous prétexte que vous redoutez la contagion et le chaos, alors même que vous êtes enfermés dans votre tour imprenable. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Que vous ayez un destin commun avec l'Afrique, ça je peux le comprendre. En forçant un peu, mais je peux le comprendre. Mais cela vous donne-t-il le droit d'y installer votre suprématie méprisante? J'ai du mal, beaucoup de mal à le comprendre. Cela vous donne-t-il le droit d'y installer votre modèle, votre programme, votre civilisation, votre vision? Nous, occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Donc nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier, sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. Et c'est ce mépris, cette condescendance que la jeunesse africaine, plus au fait des réalités du monde, moins complexée que leurs aînés, n'accepte plus. Cette propension du Nord à l'infantilisation des Africains, de grands enfants incapables de se prendre en main et de se gérer de façon convenable et pacifique. Ce discours n'est pas propre qu'aux Européens. Aux États-Unis d'Amérique aussi, il sert à justifier leur déploiement. Lorsque l'on ne parle pas de développement que l'on veut nous apporter, il est question de démocratie qu'il faut promouvoir. Thank you for getting down onto the continent and even going into Niger and looking at some of their members of their government and look them in the face and assess where they were in their democracy. Il va falloir arrêter ce concept de développement. Nous ne sommes pas en charge du développement du continent africain. Ça n'est pas la mission de l'Occident, c'est la mission des Africains. Nous, ce que nous sommes en charge, c'est nos intérêts, c'est nos valeurs, et c'est de construire des partenariats avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous. C'est ça. Donc ce développement, moi, dès que j'entends quelqu'un parler de développement, je sais que c'est une personne qui regarde de haut les Africains et qui dit « je vais vous expliquer comment faire ». L'Afrique serait une menace pour les Européens. On entend beaucoup cette ineptie sans réagir. Et à force, c'est devenu une vérité pour la majorité. Les stratèges occidentaux qui tracent leurs plans doivent désormais tenir compte du fait que les Africains ont désormais eux aussi accès à l'information. Aujourd'hui, dans une société connectée, dans un monde connecté, l'Afrique est totalement connectée. Elle est connectée, vous voyagez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc il y a un flux d'informations qui permet à chaque Africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours officiel français. Même si l'impressionnante machine médiatique occidentale et celle des nouvelles puissances économiques et industrielles continuent de dominer et d'inoculer leur vérité aux populations du Sud, quelques fenêtres leur sont désormais ouvertes pour se faire leur propre opinion. Ainsi, certains événements peuvent à présent être vus sous des angles différents. La propagande traditionnelle a de plus en plus de mal à être digérée. Qu'elle vienne des Occidentaux, des Russes, des Chinois, des Turcs ou autres, elle passe désormais à un filtre aux mailles beaucoup plus fines. The Russian Federation had their playbook. They had their passing game through their disinformation campaign. Si tous s'accusent de propagande et de manipulation, la jeunesse africaine a bien compris qu'elle vit sous le règne de la dictature, de la pensée et des fausses nouvelles, et qu'elle doit savoir faire la part des choses lorsque les informations lui sont fournies par les grands médias occidentaux. J'ai envie de dire au général Lecointre de mesurer de façon objective où est la réelle menace pour l'Europe. Ceci bien sûr s'il parlait en toute sincérité. Ce dont je doute malheureusement, puisque aux arguments de sécurité de l'Europe qu'il évoque s'ajoute le sempiternel alibi de l'instauration de la démocratie et de la stabilisation des nations subsahariennes secouées par les guerres et la mauvaise gouvernance. Au-delà du nombre de conflits en Europe qui est presque égal à ceux en Afrique, chacun est désormais conscient que l'argument de la présence des forces européennes et américaines au sud du Sahara, qui se justifieraient par leur désir d'aider la démocratie à s'installer, est obsolète. Chacun est désormais conscient qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un alibi pour installer ici leur hégémonie. Ce n'est ni plus ni moins que du néocolonialisme. Il se passe aujourd'hui qu'on est vraiment dans une rupture de type décolonisation, avec l'espace francophone en particulier. C'est-à-dire que la décolonisation des années 60, à part le cas de la Guinée, n'a pas été une vraie rupture. Mais aujourd'hui, on est dans une rupture systémique et qui s'explique en partie par le facteur démographique. Tout le monde oublie la démographie, mais l'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, c'est plus de 70% de la population à moins de 35 ans. Si vous comparez à la pyramide démographique de la France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les plus de 35 ans font 60% en France. Donc on a une évolution qui est complètement divergente d'un point de vue démographique et ça a des conséquences lourdes. Ça a des conséquences lourdes parce que les facteurs psychologiques des opinions publiques sont complètement opposés.
Quand vous avez une opinion publique jeune, elle se projette facilement dans le temps et dans l'espace. Quand vous avez une opinion publique vieillissante, elle est gouvernée par ses peurs. En réalité, les nations occidentales ont beaucoup de mal à upgrader leur logiciel. Elles ont du mal à trouver une approche plus efficace et plus convaincante pour justifier leur présence en Afrique notamment. Elles éprouvent de réelles difficultés face à une jeunesse qui a plus que jamais compris qu'il ne s'agit que de lutte pour préserver leurs intérêts en Afrique. Elles pataugent face à une jeunesse qui refuse cette présence par la force doublée d'une volonté de leur imposer leur modèle de pensée, leur culture, leur civilisation. This weekend, the military junta running Niger announced it was kicking out U.S. forces conducting operations to counter ISIS and Al-Qaeda in the region. This comes on the heels of reports that Niger is negotiating security-related deals with Iran and Russia. Lorsque l'on écoute ceci au sein du Sénat américain, au sein du comité des services des armées, que l'on considère comme l'un des lieux de la stratégie de son déploiement, on mesure à quel point le fossé s'est creusé. On comprend à quel point ils ont du mal, malgré leurs impressionnants moyens, à s'adapter à la nouvelle donne. Dernière illustration de cette déconnexion, la crise entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Focusing on Niger, clearly we bet big. Okay, we bet big on Niger, and right now we're at a point in which we either want to double down or we want to fold. Ce comité du Sénat statue sur le cas du Niger en parlant comme si les Africains n'avaient pas le moyen de connaître toute la vérité sur les circonstances et les raisons de la crise récente entre Washington et les autorités du Niger. Et pourtant, les faits sont là, têtus, et désormais on les connaît en temps réel. Pas besoin de propagande russe ou chinoise pour en être informé. It appears Niger will soon join Mali, Libya, Sudan, Mozambique, Burkina Faso in welcoming Russian troops and mercenaries into their country. Voilà la version officielle de la crise. La réalité est que les jeunes aujourd'hui savent clairement, à travers différents médias, à travers différentes structures, quelles sont les motivations profondes de la présence de chaque puissance lorsqu'elle intervient au sud du Sahara. Qu'il s'agisse de grandes puissances européennes, américaines, russes, chinoises, turques ou indiennes, personne n'est dupe de leur objectif. Et c'est là où la condescendance séculaire des dirigeants européens en particulier et occidentaux en général a fini par les aveugler. Ils ne parviennent toujours pas à se rendre compte que leur grand discours sur la promotion du développement et de la démocratie ne passe plus. Plus personne n'y croit. At the end of the day, it is critical for the U.S. to have a footprint on the continent. Après avoir écouté ceci, comment ces grandes puissances peuvent-elles continuer de penser que les Africains sont tellement bêtes, tellement ignorants, qu'ils continuent de croire en leur sincérité, à vouloir leur bien, qu'ils continuent de croire qu'ils sont là par humanisme ou par solidarité. We want to support our democracy and our values, but two, we're trying to be friendly with this junta. And it's leading to a point where we have a kind of a judgment of Solomon, and that we're splitting the goals. And what we don't want is it to leave us with nothing, because we know that nothing will be filled by China, by Russia, by Iran. We also know that the VEOs, the violent extremist organizations, are not going to stop in Niger. There's going to be consequences throughout the Sahel. As the DNI put out its annual threat assessment I think it was recently. On a presque envie d'y croire. Soyons sérieux. Ce dont les Africains ont encore plus conscience, c'est la guerre froide qui a repris des plus belles. L'Afrique, malheureusement, est encore une fois le terrain de jeu préféré de ces grandes nations qui se livrent une bataille de conquête, d'hégémonie. Une bataille où certains ne s'encombrent même plus des subtilités diplomatiques qui accompagnent les relations entre États. L'une des dernières illustrations de ce mépris est le déclenchement de la crise diplomatico-militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Ce qui est remarquable, c'est la force de la propagande. Dans ce domaine, les grandes puissances sont encore plus fortes. Le narratif que l'on retiendra de cet incident entre le Niger et les États-Unis est celui-ci. This weekend, the military junta running Niger announced it was kicking out U.S. forces conducting operations to counter ISIS and Al-Qaeda in the region. This comes on the heels of reports that Niger is negotiating security-related deals with Iran and Russia. Trop fort, la technique est éprouvée. Elle marche à tous les coups. On élabore un narratif et on le balance dans l'opinion qui croit mordicus aux propos des grands médias du Nord. Ce que la grande partie de la population retient de la crise entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, c'est cela. Selon les autorités américaines, la junte nigérienne aurait, entre autres, passé des accords secrets avec l'Iran pour lui vendre l'uranium dans son programme nucléaire. On est tellement loin de la réalité
que l'on peut qu'ironiser sur ceux qui reprochent aux Russes leur forte propension à la propagande. Les faits sont têtus et méritent d'être connus afin que l'opinion soit éclairée. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive là? Une délégation de l'administration américaine composée de hauts dignitaires débarque à Niamey, en ignorant superbement toutes les règles diplomatiques qu'impose ce type de déplacement. Dans la pratique, pour effectuer ce type de visite de travail très officielle, l'administration américaine, dans le cas d'espèce, doit adresser un courrier aux autorités nigériennes. Mais sur ce coup, les États-Unis ne s'encombrent même pas de ce type de détails. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. La délégation qui est presque rentrée par effraction au Niger sous embargo exige aussitôt de rencontrer le président de la République, le général Abdourahmane Tiani. Ils n'ont pas rendez-vous avec lui, mais ils sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont l'habitude que cela se passe comme ça. Ils savent qu'ils sont en terrain conquis et que le président va céder à cette exigence. Il en a toujours été ainsi. Les présidents africains reçoivent toujours avec tous les honneurs, toute déférence, les secrétaires d'État, les sous-secrétaires d'État et autres responsables des institutions américaines qui effectuent le déplacement. Seulement, ce qu'ils ignorent, c'est que les temps ont changé, que l'Afrique de papa est en pleine mutation. Par politesse, le président de la transition, Tiani, demande à son premier ministre, Lamine Zen, de recevoir cette délégation américaine. Le climat est tendu dans la salle lorsque le Premier ministre, entouré des plus hautes personnalités militaires et quelques civils, reçoit les visiteurs. Les autres, dans un style très condescendant, très supérieur, annoncent la couleur. La chef de la délégation, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Moulik Fi, met tout de suite en joue les autorités nigériennes. Elle les accuse d'avoir passé un accord secret avec l'Iran pour leur vendre de l'uranium qui va servir à développer leur programme nucléaire. Une accusation qui fait bondir les autorités nigériennes dans la salle. D'accord secret, il n'y en a jamais eu. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. En réalité, cet argument de vente d'uranium à l'Iran, elle avait déjà été utilisée par Washington lors de la zone guerre d'Irak. Le Niger n'avait été innocenté que quelques temps plus tard par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Cette information avait été fabriquée de toutes pièces pour grossir le dossier et justifier l'intervention contre l'Irak, un peu comme la fiole d'anthrax du secrétaire d'État Colin Powell devant les Nations Unies. Et très honnêtement, cette fois encore, c'est un argument fabriqué de toutes pièces, puisque les autorités américaines savent parfaitement que malgré la crise entre Niamey et Paris, c'est la société française Orano, ex-Areva, qui contrôle toujours l'uranium du Niger. Les autorités nigériennes y voient une menace à peine voilée, une démarche pour justifier leur éventuelle intervention sur le pays. En réalité, il s'appuie sur la visite du Premier ministre Lamine Zen à Téhéran. Le chef de gouvernement s'était dans un premier temps rendu à Washington pour solliciter leur aide. Personne ne l'a reçu. Il a été purement et simplement éconduit. Devant la menace terroriste qui pèse sur son pays, il a décidé de se rendre auprès de ceux qui acceptent de lui vendre des armes. C'est ainsi qu'il s'est rendu en Iran et dans d'autres pays pour demander et acheter des drones et des armes pour combattre les terroristes qui menacent de prendre le pays. Il faut dire que malgré les apparentes relations apaisées entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, le torchon brûlait depuis un moment déjà. Mais les autorités nigériennes ne font pas vraiment le poids pour affronter le géant.
Ils ont payé à 70% 2 avions de combat que Washington refuse de livrer. Malgré les demandes répétées de Niamey, ils refusent toujours de livrer les aéronefs parce que, disent-ils, il y a une suspension de la coopération militaire depuis le putsch. Évidemment, les autorités militaires nigériennes se sont tournées vers les Russes qui ne se font pas prier. Ils leur livrent des armes qu'elles n'obtiennent pas ailleurs. Des avions russes, des kalachnikovs, des véhicules de transport de troupes. Pour les Américains, ce n'est pas vraiment grave qu'ils achètent des armes aux Russes. Ils veulent bien que les Russes jouent le rôle de dealers, de boutiquiers, mais ils n'acceptent pas du tout leur présence sur le sol nigérien. Ils ne peuvent cohabiter avec eux sur ce territoire. Pas question que les Nigériens installent les Russes, notamment sur la très stratégique base 101 située tout à côté du Mali et du Burkina Faso. Cette base, les Américains la veulent. Ils veulent y revenir après leur repli sur Agadez. Autre exigence des Américains, ils ne veulent pas que les Nigériens achètent des drones iraniens qui, selon eux, tuent sans discernement. La chef de la délégation américaine va alors clairement exprimer sa vision. Ils n'acceptent pas la présence des Russes et des Iraniens sur le sol nigérien. Ils s'en iront s'ils restent au Niger. Ce qu'elle n'imagine pas à ce moment-là, c'est la détermination et le ras-le-bol des autorités nigériennes face aux méthodes américaines. Dans la salle, plus personne ne supporte le ton arrogant, condescendant de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Mme Faye. Le Premier ministre Lamine Zen, dans le style très calme qui le caractérise, va prendre la parole et exprimer sans concession le point de vue du Niger. À l'exigence de rencontrer le président de la transition, Tiani, il mentionne qu'on n'imagine pas les autorités nigériennes débarquant à Washington et exigeant de voir le président Joe Biden. Ceci traduit un manque de respect notoire. Malgré la pression exercée par la délégation américaine et la prolongation de leur séjour, le président de la transition ne les recevra pas. Ce qui met la chef de la délégation et le général Langley, commandant des États-Unis pour l'Afrique, l'US AFRICOM, dans une grande colère. Les généraux nigériens sont encore plus excédés, au point où le général Modi, malgré son calme légendaire, va choisir de ne pas assister à la réunion le lendemain. À la question de chasser les Russes, la réponse des autorités nigériennes est également ferme. Le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Ils sont souverains et ont le droit de choisir les partenaires qui les arrangent. C'est en gros la réponse qui est faite aux Américains. Dans ce climat de tension forte, les autorités nigériennes vont également ressortir un souci qui couvait depuis longtemps déjà au sein de l'administration vis-à-vis de la présence même des forces US dans leur pays. Jusque-là, c'est de façon respectueuse et feutrée que l'on en parlait. Mais puisqu'on en est là, autant en parler face à face. La légalité même de la présence américaine au Niger est mise en cause. Les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés au Niger. Ils n'avaient pas été appelés au secours, ils sont venus de leur propre chef. La Libye évoquée était la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Mais depuis 2012, où ils se sont installés, les autorités nigériennes n'ont obtenu de aucun renseignement, aucune information susceptible de les aider à combattre le terrorisme. On n'a encore jamais vu un seul terroriste intercepté par cette force américaine pourtant dotée de tout type de drones et d'équipements d'écoute. Pire, on sait qu'ils voient les mouvements et les attaques dont ils déplorent la multiplication. Mais dans le même temps, ils ne font rien pour les stopper. Les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par notre verbal. En gros,
Les responsables nigériens trouvent cette présence américaine totalement inefficace, l'accord déséquilibré et demandent désormais son départ. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale. A year and a day after our government said they were the model of resilience and democracy, they are throwing us out by the scruffs of our neck. And so, is it safe to say that this failed, General Langley? Dans la foulée, les autorités nigériennes dénoncent le statut du personnel non diplomatique des collaborateurs de l'ambassadeur qui échappent à la juridiction nigérienne. En clair, ils ne sont pas diplomates, mais s'ils commettent une infraction ou un crime sur le territoire, ils ne peuvent être jugés par la justice nigérienne. C'est aux États-Unis d'Amérique qu'ils pourraient l'être. Une impunité que n'acceptent plus les autorités. C'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. They ended the security pact with the United States, unfortunately, or at least that's their intention at this point. Our strategic communications, we have a ways to go in our narrative and what our intrinsic value, what we have to offer these countries and the whole government in building out their governance. We need to tell a better story. It needs to be compelling and it needs to be able to go across civil society. C'est toujours étonnant d'entendre les différentes puissances occidentales mettre sur le coup de la propagande russe le désamour dont ils font l'objet en Afrique. Encore une insulte à la jeunesse du sud du Sahara qui, selon cette conception, ne serait pas suffisamment outillée pour se faire sa propre opinion. Une jeunesse, à les entendre, qui ne serait pas apte à comprendre par elle-même les enjeux, mais surtout les errements de la politique internationale des grandes puissances. Et pourtant, les mensonges, les manipulations sont tellement criards que même en fermant les yeux et les oreilles, on continue de les sentir. Il faut en finir avec cette propagande qui peut avoir des conséquences graves à terme. Les Africains ne font aucun rejet des Occidentaux. Pour preuve, on ne déplore aucune agression, aucune ratonnade, pas de violence vis-à-vis des Occidentaux qui vivent ou qui visitent le continent. On n'assiste nulle part au sud du Sahara à une chasse aux Occidentaux qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux à vivre sur place. Ce qu'ils rejettent, les jeunes, c'est la politique de leur administration. C'est le mépris et les choix de leurs administrations. Il faut mettre un terme à cette propagande qui risque à terme de contrarier le vivre ensemble des Africains et des immigrés blancs en Afrique. Ce que la jeunesse africaine demande aux dirigeants occidentaux, c'est juste que l'on respecte leurs choix, qu'on arrête de leur imposer des modèles qui ne marchent pas, qu'on accepte qu'ils créent leur propre modèle. L'histoire du débarquement américain à Niamey ne s'arrête pas là. Après le fiasco de cette mission en terre nigérienne, cette déconvenue que l'on ne pourrait tolérer, on tient une réunion de crise à Washington. Il faut comprendre pourquoi le partenaire d'hier leur met un grand coup de pied dans le derrière. The U.S. has spent hundreds of millions of dollars in that country, invested in that country. Less than a year ago, it was one of our strongest partners. We are now being, as I understand it, from the open source reporting, pushed out of the country, and they have turned towards Russia. Can you just outline for me how this partnership fell apart so fast? The Russian Federation had their playbook. They had their passing game through their disinformation campaign. Years ago, 7 years ago, you only had about 200 folks across the continent of Africa that were on the internet. Now there's 600 million. Very compelling across civil society, but moreover, very compelling in their militaries right now, driving and putting a wedge between what we teach, law of armed conflict, civilian-led governance, I think is failing because it's being drowned out. Encore une fois, on explique par la propagande russe. Les Africains qui sont les seuls au monde à consommer les médias de toute la planète seraient d'un coup sous la seule emprise des Russes qui leur mangent le cerveau et les opposent aux Occidentaux.
Le plus étonnant est que cet argument convainc tout le monde au nord et que le patron Afrique de la plus grande armée du monde demande un peu plus de moyens pour contrecarrer la propagande russe et chinoise. Et comment? En prenant le lead sur les réseaux sociaux. Puisque les Africains sont manipulés par les Russes, ils vont leur servir à leur tour de la propagande américaine. On croyait que c'était déjà fait. Now, Congressman, across the board, like I said, we are losing the disinformation from the Russian Federation. Our strategic communications, we have a ways to go in our narrative and what our intrinsic value, what we have to offer these countries and the whole government in building out their governance. We need to tell a better story. It needs to be compelling, and it needs to be able to go across civil society. Ça ne vous rappelle rien? Notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Dans ce débrief de la mission américaine au Niger, un élément particulier va montrer à quel point ses représentants restent condescendants, méprisants vis-à-vis du continent. On reproche au général Michael Langley de n'avoir pas pu rencontrer le président Tiani pour lui dire en face, les yeux dans les yeux, les injonctions de Washington. Trop habitués à ce que leurs officiels soient reçus par les chefs d'État comme leurs égaux, avec tous les égards, ils ne comprennent pas que cette fois-ci, ils n'aient pas bénéficié du même traitement. General Langley, you went to Niger and you went to have a meeting with the people we trained who overthrew the democratically elected government, and Fox News is reporting that you didn't even get a meeting with the principal decision maker. Is that right? I had a meeting with my counterpart. Well, here's the quote. Sources say last week's meeting with the junta was extremely difficult. The administration's envoys did not get to meet with Niger's principal decision maker. Is that a true statement or is that a false statement? My responsibility is to meet with my counterpart, not. En effet, les temps ont changé et les chefs d'état-major doivent être reçus par leurs frères d'armes du même grade. C'est en cela, entre autres, que ces militaires aux affaires séduisent de plus en plus. Ils mettent fin aux complexes qui ont prévalu dans ce domaine, où on a vu des chefs d'État africains recevoir des secrétaires d'État et même des patrons de presse en déployant toute la batterie diplomatique. Les États-Unis d'Amérique sont en colère après ce traitement au Niger. Ils ne comprennent pas comment on en est arrivé là. Comment, avec l'influence qu'ils ont, un petit pays pauvre d'Afrique puisse les mettre dehors. Ils se lâchent au point d'évoquer leurs agents qu'ils forment et qui devraient veiller sur leurs intérêts. Des officiers africains qu'ils appellent les 70-08. Core values is what we start off with. But there is no syllabus for overthrowing a government, not in our institutions. Well, they're learning it pretty well, even in the absence of a syllabus, right? Because if you look at Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, in a lot of these countries, the coup is led by someone we trained. Now, I put in the National Defense Authorization Act a requirement for you to issue us a report as to how many coup leaders our taxpayers have funded the training for. That report is due tomorrow. Will we be getting it on time? I'll do a follow-up on that, Congressman. This is a question of strategic access at the great power competition level. It's essential. It's essential that we double down within the authorities that we still have after imposition of 7008. Vous l'avez bien entendu. On utilise certains agents qu'ils forment pour veiller sur leurs intérêts dans nos pays. Certains de nos officiers seraient leurs taupes, des taupes qui, malheureusement pour eux, ne leur témoignent pas une fidélité à toute épreuve. Alors on sort les grands moyens, l'artillerie lourde. Il faut en finir avec ce régime militaire au Niger qui a osé les défier. What is our coherent and consistent strategy towards Niger? And what do we plan to do to prevent Russia, China, and Iran from filling that void? Countries that are run by military juntas are not reliable security partners, and part of the value proposition for us having access in Niger would be a return to democratic civilian rule in Niger. On my part, be able to impart good order and discipline across the forces that is civilian-led. Avec ceci, il ne faut guère s'étonner que l'on assiste dans des prochaines semaines ou mois à un putsch au Niger. Les injonctions sont claires. Mais les temps sont un peu différents. C'est cette propension à décider pour les autres, au nom d'une morale qu'ils ne sauraient incarner, qui creuse le fossé entre le Sud
et les grandes puissances. Cette façon de parler et de faire de leur priorité celle de l'Afrique. Qu'est-ce qui donne le droit à cette dame, dans son grand confort de Washington, à la lumière de quelques documents glanés çà et là et de quelques furtifs voyages, de décider de ce qui va se passer à la tête du Niger? Qu'est-ce qui lui confère le pouvoir de décider du profil de celui qui doit diriger le Niger? Je suis toujours surpris que les dirigeants du Nord se demandent pourquoi la jeunesse africaine apporte son soutien aux autorités militaires maliennes, burkinabées, nigériennes ou guinéennes. Ils représentent pour cette jeunesse la résistance à cet impérialisme, à cette condescendance des grandes nations. Ils symbolisent le refus de l'ordre ou plutôt du désordre mondial imposé par les plus forts. C'est la manifestation de la somme des frustrations connues pendant tous ces siècles. Il est évident que les politiques arrivés au pouvoir à la faveur des élections pilotées par les grandes puissances ou encore par les professionnels de la politique soucieux de leur carrière n'auraient jamais eu le courage de leur tenir tête. Ce n'est pas un Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso ou un Ibrahim Boubacar Keïta du Mali qui auraient pu mettre un terme aux présences françaises, européennes ou américaines dans leur pays. Ils en mouraient d'envie. Ils n'avaient guère le courage de le faire, trop apeurés par de potentielles représailles des partenaires. Aujourd'hui, même si beaucoup restent persuadés que les militaires aux affaires manquent d'expérience, même si certains sont impatients de les voir impulser enfin le changement qu'ils espèrent tant, ils restent néanmoins admiratifs au courage qu'ils manifestent. Pour beaucoup, ils représentent en fait la résistance au système. Mais, ce soutien ne saurait être un blanc-seing à ces dirigeants militaires, à ces régimes en uniforme, non. Même si beaucoup comptent sur eux pour changer les paradigmes, ils doivent se souvenir que les mêmes populations attendent qu'ils fixent un cap, qu'ils disent dans quelle direction ils vont les conduire, qu'ils disent quelle est la suite du programme, comment ils comptent offrir aux populations le bonheur qu'elles méritent. Et qu'ils promettent, ce sont eux, forts du soutien de la population, qui doivent fixer le cap. Le silence de certains d'entre eux pourrait leur être fatal, parce que le peuple a besoin de gages pour justifier sa résilience. Et c'est à travers le manque de visibilité que les adversaires peuvent trouver la faille. Quand on est engagé dans des opérations humanitaires ou d'humanité, on porte le cœur palpitant de la société française en pleine compassion vis-à-vis de populations qui sont en guerre et qui souffrent. The instability in Sahel is going to raise, especially in Niger, Mali, and Burkina Faso, raises the likelihood that the crisis will metastasize and spill over to the littorals of Africa. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Pour des grandes nations, avec des grandes stratégies de communication, il est étonnant qu'elles continuent de servir une soupe aussi imbuvable, aussi peu crédible. Ça fait longtemps que ça ne trompe plus personne, les grands discours sur la volonté, l'engagement des grandes puissances de promouvoir le développement ou la démocratie. Cela ne convainc plus personne. Leur pseudo-volonté de lutter contre le terrorisme, leur souci de justice internationale, c'est devenu un sujet de plaisanterie pour la jeunesse africaine qui ne croit plus en ces concepts. Continuer de voir dans leur rejet du modèle occidental les conséquences d'une propagande russe ou chinoise, c'est refuser de comprendre la réalité continentale. C'est vraiment faire fi de l'extraordinaire changement de mentalité en Afrique. L'Afrique change plus vite que la plupart des autres continents. Et celui qui n'en tient pas compte sera largué. Mais une fois que l'on a dit cela, ce changement doit se traduire par des propositions concrètes, par des idées qui nous ressemblent, par des concepts et des modèles propres à nous. C'est en cela que nous gagnerons le respect, la considération des autres qui, à chaque fois, nous demandent ce que nous proposons. Le seul rejet ne saurait constituer un projet. Puisque nous savons que le modèle des autres ne fonctionne pas dans notre environnement, il serait temps de concevoir le nôtre. Ceci passe par un engagement fort. C'est sûr, il ne se fera pas sans heurts. Il rencontrera la critique, les attaques, mais rien de grand ne se fait sans adversité. Comme on dit à Mansa, il vaut mieux se tromper avec ses propres idées. C'est notre ambition. Et ce doit surtout être la vôtre, vous jeunes. La fenêtre de tir est très étroite. Il faut rester focus sur l'objectif. Créez votre propre modèle. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Vous n'êtes pas moins doué que les autres. Votre nombre et votre âge sont vos atouts. L'heure est à la construction d'une Afrique nouvelle, avec nos propres règles. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés.
mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre cet élément. Quand j'avais vraiment suivi cet élément, j'ai dit un grand merci à mon grand frère Alain Foka pour cette belle vidéo qu'il a eu à réaliser, qui me fait vraiment froid au dos de voir ce que les Européens, ce que ces personnes sont en train de préparer. Je dirais que nous les Africains, nous avons droit à nous réunir réellement. Parce que l'autre fois, alors qu'ils venaient enfin de nous coloniser, les Africains dormaient, les Africains n'avaient pas vraiment la civilisation, n'avait pas vraiment, je dirais ça comme ça, n'avait pas vraiment le veille, n'avait pas vraiment le courage. Mais ce plan n'aura plus l'effet. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que Thomas Sankara est déjà passé, il a éveillé la conscience des Africains. Parce que Simon Kimbangu est déjà passé. Parce que Emeris Patrice Lumumba est déjà passé. Parce que tout le panafricanisme, tout le grand, toutes ces personnes-là, les généraux qui ont essayé un peu d'éveiller les consciences, je dirais ça comme ça, les consciences des Africains, ces gens-là sont déjà passés. Et maintenant, nous sommes prêts. Je crois que ces gens n'oseront pas revenir à l'Afrique. En Afrique, ici, pour recoloniser les Africains. Ces plans-là vont vraiment changer. Cette fois-ci, ça sera de notre tour. Et mesdames et messieurs, je voudrais juste vous dire que cette analyse vient de prendre fin maintenant. Je crois que vous avez compris beaucoup des enjeux au travers de la vidéo de mon grand frère Alain Foka. Il s'agit juste de partager la vidéo, commenter la vidéo, aimer la vidéo par rapport à ce que j'avais dit au début de ma vidéo. Je vous aime beaucoup. C'était ton frère Jacques Nkam.